Merci. Effectivement, la prise de décision partagée, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, dans le domaine médical, donc on parle plus en soins de première ligne, on le définit classiquement comme étant une relation entre un patient et un professionnel de santé, dans lequel il y a une certaine phase de délibération où il y a échange d'informations, expression et discussion des préférences, un accord sur les buts et le plan d'action à adopter. Et ensuite, une fois que le patient a choisi l'option qu'il préfère, il va y avoir l'étape de mise en œuvre de l'option et normalement, le professionnel devrait évaluer et réajuster les modalités. Donc, pourquoi est-ce qu'on voudrait faire une prise de décision partagée? Parce que, bon, c'est reconnu comme étant une bonne pratique, mais également dans le domaine de la douleur, l'American Pain Society recommande cette approche-là. Maintenant, on pourrait dire, mais quelle idée géniale qu'en fait de demander l'opinion du travailleur et de prendre cette décision-là, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'entend pas plus parler? Donc, pourquoi est-ce que cette approche-là n'est pas nécessairement implantée? En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a principalement des grandes recommandations sur ce qu'il faut faire qui sont davantage en lien avec la définition. Mais quand on demande à un clinicien, bien, maintenant, fais ça demain matin dans ta pratique, il y a un écart entre qu'est-ce que je dois faire, puis ce libellé-là ici qui veut tout, mais pas spécifiquement rien dire. Donc, l'important, ce qu'on a pensé, entre autres, c'est à ce moment-là d'offrir un plan détaillé aux intervenants pour qu'ils sachent exactement quoi faire lorsqu'on leur demande de faire une prise de décision partagée. Et ça, autant au niveau de soins de première ligne que réadaptation au travail, cet élément-là, ce programme-là n'existe pas. De quoi je parle quand je parle de ce programme-là? En fait, c'est un programme qui permettrait de libeller les objectifs, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire, les ressources, qui doit le faire, est-ce qu'il y a des questionnaires, des guides qui aideraient les cliniciens à le faire, les activités, qu'est-ce qu'on fait, une rencontre téléphonique, une rencontre en personne, et les indicateurs, parce que ce qu'on veut ultimement aussi, c'est d'être capable de mesurer le niveau d'atteinte de chacun des objectifs. Et c'est ce qu'on a fait dans la première phase, je dirais, qui a été financée par le Fonds de recherche Québec Santé, où on a élaboré ce programme-là avec les cliniciens et les coordonnateurs cliniques. De quoi alors le programme? Évidemment, on ne le regardera pas en détail, mais on a des objectifs à long terme et moyen terme de maintenir un retour au travail durable et sécuritaire. Ensuite, on a un objectif qui est longitudinal, de maintenir une alliance de travail et de s'assurer d'une compréhension commune entre tous les acteurs, parce qu'évidemment, en réadaptation au travail, on n'est pas juste entre le médecin ou l'ergothérapeute et le patient. Il y a un assureur, il y a le syndicat, si la personne est syndiquée, ou un employeur. Et ensuite, on montre justement les activités qui doivent être faites et les indicateurs. Par la suite, il y a une série d'objectifs spécifiques qui ont été libellés et les ressources qui sont habituellement nécessaires, qu'on dirait par exemple soit l'équipe multidisciplinaire ou une personne qui va accompagner le processus. Et de là, on a identifié également pour chacun des objectifs les ressources matérielles qui étaient disponibles pour aider la personne justement à effectuer chacun de ces objectifs-là. On a ajouté un ensemble d'indicateurs et ce que vous n'avez pas en plus, c'est qu'à chaque chiffre qui est associé à chaque indicateur, il y a une mesure qui y est associée pour arriver finalement à un total de 53 indicateurs qui nous permettent d'évaluer si ce programme-là a été implanté ou non. Donc, on a un programme qui comporte des grandes composantes que je vais vous respécifier avec le modèle dans quelques instants. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la prise de décision partagée, c'est d'établir et de maintenir une alliance de travail avec le travailleur, mais également les autres acteurs clés. La fameuse phase de délibération où on se rencontre et on discute de l'option et on pèse entre autres les pour et les contre. Et ensuite, une fois que la personne a pris sa décision avec les gens qu'il souhaite intégrer, à ce moment-là, on met en œuvre l'option choisie, par exemple, le retour progressif au travail. Donc, on voit, par exemple, ici, en rouge, la composante d'alliance de travail et encadrée en vert, la composante de délibération, à savoir les objectifs 2 et 8 qui doivent être implantés lors d'une rencontre de prise de décision partagée ou 2. Ensuite, vient la phase d'implantation dans laquelle on a aussi libellé l'ensemble des activités et indicateurs nécessaires. Maintenant, la question qui subsiste, c'est est-ce que ce programme-là, qu'on a d'abord et avant tout élaboré avec des cliniciens et des coordonnateurs cliniques, est-ce que c'est acceptable aux yeux des autres acteurs et est-ce que c'est faisable d'implanter un tel programme en réadaptation au travail? Auprès des acteurs, dans le fond, ça peut être les travailleurs, les employeurs, syndicats, assureurs. Et deuxième question qui pourrait survenir, c'est jusqu'à quel point on peut vraiment l'implanter et comment le contexte, c'est-à-dire les contraintes des acteurs clés, peuvent venir faire varier
le niveau d'implantation comme tel. Et finalement, c'est l'objectif, évidemment, de l'étude pour laquelle il y a eu le rapport de recherche. De façon globale, qu'est-ce qu'on visait? Bien, ultimement, c'est de faciliter l'atteinte d'un but commun entre un intervenant et un travailleur en tenant compte du contexte des contraintes des employeurs syndicats. Et on est toujours ici dans le cadre d'un programme de réadaptation au travail. Plus spécifiquement, donc, le premier objectif visait à documenter l'acceptabilité et la faisabilité du programme auprès des acteurs clés. Et pour ce faire, on a utilisé ce qu'on appelle une méthode mixte, c'est-à-dire autant des données quantitatives que qualitatives. Les données quantitatives nous provenaient d'un questionnaire d'accord sur l'acceptabilité et la faisabilité du programme. Donc, on avait des énoncés en lien avec la clarté, la pertinence et l'implantation du programme. Et de là, c'est des questions finalement qui amenaient les gens à réfléchir sur le programme. Et lorsqu'on les rencontrait, la réflexion avait déjà commencé. Ça nous permettait d'effectuer des groupes de discussion indépendants, c'est-à-dire qu'on a fait un groupe de discussion avec la CNESST, un groupe avec la SAC, un groupe avec les principaux assureurs privés, un autre groupe d'assureurs qui était compris de bureaux de santé et de ressources humaines et un autre groupe de supérieurs immédiats. Et ensuite, un groupe avec les principaux syndicats et des entrevues avec les travailleurs. Les critères d'admissibilité, on voulait des gens au niveau d'assurance qui avaient minimalement 2 ans d'expérience en réadaptation au travail. Les employeurs et syndicats, on voulait qu'ils aient été en contact au moins avec un travailleur qui avait eu à faire un processus de retour au travail après une absence prolongée pour un trouble musculo-squelettique. Et les travailleurs, on voulait qu'ils aient fait une démarche de retour au travail après une absence prolongée pour un trouble musculo-squelettique, mais ils n'étaient pas nécessairement obligés d'être de retour au travail non plus. Donc, voici le diagramme de flow. Donc, on est parti de 51 participants potentiellement admissibles à 39 questionnaires complétés, mais 38 participants qui ont complété les groupes de discussion. Vous avez le détail au niveau des assureurs un peu plus bas, à savoir 18 assureurs, 9 employeurs, 4 travailleurs et 7 représentants syndicaux. Globalement, ce qu'on remarque, dans le fond, les caractéristiques sont assez représentatives de chacun des groupes, que ce soit assureurs, employeurs, syndicats ou travailleurs. On voit aussi au niveau de l'absence du travail que les travailleurs avaient eu des longs épisodes d'absence du travail. Et lorsqu'on regarde, juste parce qu'on voulait avoir des résultats quantitatifs pour voir un peu jusqu'à quel point le modèle élaboré dans un contexte plus clinique est d'abord et avant tout perçu comme étant acceptable, on voit que c'est davantage les syndicats qui ont vu des problèmes avec le modèle et ensuite certains éléments auprès des assureurs et travailleurs. Plus spécifiquement, ce que ça a donné dans les groupes de discussion, en définitive, les gens l'acceptent bien, ce programme-là, le comprennent bien, mais c'est beaucoup des nuances, soit dans la terminologie ou dans le moment d'implanter tel ou tel objectif, ou même, en fait, des guides aussi, on nous a proposé en disant, bien, oui, vous voulez rencontrer le travailleur, pas nécessairement faire votre rencontre avec l'ensemble des acteurs pour pas intimider le travailleur, mais il faut s'assurer à ce moment-là que l'option reste faisable puis qu'on ne crée pas des fausses attentes auprès du travailleur. Donc, on a, entre autres, élaboré un guide qui permet à l'intervenant de contacter, par exemple, l'assureur préalablement à la rencontre de prise de décision partagée pour voir un peu quels sont les éléments au niveau du contrat, par exemple, les balises, qui fait en sorte qu'on peut offrir une option ou une autre. On a aussi ajouté 3 indicateurs, principalement dans notre objectif longitudinal, qui était de maintenir une alliance de travail pour pouvoir mieux évaluer l'atteinte de cet objectif-là. Donc, on avait finalement une théorie de programme qui est maintenant perçue comme étant acceptable auprès des autres acteurs. Encore une fois, c'est la projection que les gens se font, mais encore faut-il aller le tester dans la réalité pour voir est-ce que avec tous ces éléments-là qu'on a modifiés, adaptés, on va arriver à faire une très bonne implantation de la prise de décision partagée en contexte réel. Et c'est ce qu'on a effectué dans le cadre des 2e et 3e objectifs, où on a une belle théorie et on essaie de voir en pratique quels seraient les écarts et jusqu'à quel point le contexte qui va graviter autour du travailleur et de l'ergothérapeute, donc les contraintes de l'employeur, de l'assureur, du syndicat, vont en effet varier l'implantation. Pour ça, on a effectué une étude de cas où le cas était défini comme étant la dyade travailleur-ergothérapeute, mais dans un contexte où, effectivement, on a des acteurs clés qui sont impliqués dans le processus de décision. Comment on a constitué ces cas-là? On a contacté d'abord 6 centres publics ou privés de réadaptation au travail
Et ces 6 centres-là offraient des programmes similaires de réadaptation au travail qui suivaient finalement les grands principes du programme Prévicap, à savoir qu'on travaille d'abord sur l'incapacité au travail plutôt que l'aspect de réduction, strictement de réduction de la douleur. Et on a pris les ergothérapeutes qui avaient minimalement 2 ans d'expérience de travail. On a formé ces ergothérapeutes-là au programme de prise de décision partagée, donc une formation qui dure environ 21 heures. Et ensuite, lorsqu'arrivaient dans leur prise en charge des travailleurs qui avaient une douleur persistante d'origine musculo-squelettique avec plus de 3 mois d'absence et qui débutaient leur programme de réadaptation, là, à ce moment-là, on sollicitait la permission de ce travailleur-là de participer à l'étude. Lorsque le travailleur acceptait de participer à l'étude, là, on lui demandait une autorisation supplémentaire de contacter soit des représentants de l'employeur, du syndicat ou de son assureur. Ça n'a pas constitué un critère d'exclusion, le fait d'accepter ou non que les autres acteurs puissent être intégrés. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas finir seulement avec les cas où il y a déjà une bonne harmonie. Parce qu'on peut penser que d'emblée, un travailleur qui veut qu'on contacte son employeur, c'est parce que la relation est quand même assez bonne. Donc, un cas où l'employé a une relation plus difficile ou plus conflictuelle avec l'employeur, on peut penser qu'il va être plus résistant à ce qu'on ait contacté l'employeur. Puis, on voulait aussi cette variabilité-là pour pouvoir voir, bien, dans la réelle pratique, comment est-ce que ça s'implante. Bien, vous comprendrez que ça génère des données manquantes, mais il y avait moyen quand même, justement, par la collecte de données auxquelles on a pensé, d'aller chercher de d'autres façons différents éléments dans l'environnement ou le contexte du travailleur. Donc, comment s'est déroulée l'étude? C'est qu'en fait, on a ici, en trame de fond, le programme de réadaptation usuel. La personne commence son programme de réadaptation et c'est là qu'on sollicite sa participation. Et s'il acceptait, c'est là qu'on prévoyait faire une rencontre de prise de décision partagée avec l'ergothérapeute. Donc, préalablement à cette rencontre-là, on a fait des mesures avant, après, par questionnaire, auprès du travailleur, mais auprès aussi du clinicien. Par exemple, en ce qui concerne le conflit décisionnel, jusqu'à quel point la personne, elle est ambivalente ou qu'elle a des difficultés par rapport à la décision qu'elle doit prendre. N'importe quelle décision, en fait. C'est là que c'est pour rien qu'on a pris des cas, c'est parce que chaque décision peut être différente. Pour un travailleur, ça peut être la décision de commencer la démarche du programme de réadaptation. Pour d'autres, ça va être la modalité de retour au travail qui va générer des conflits au niveau de la décision. Et ensuite, la rencontre comme telle de prise de décision partagée a lieu entre l'ergothérapeute et le travailleur. Encore une fois, ici, ce qu'on voulait, c'était d'évaluer évidemment le niveau d'implantation. Donc, on ne veut pas seulement se fier soit sur ce que l'ergothérapeute en a pensé ou ce que le travailleur en a pensé, mais on a aussi enregistré les entretiens. Et après, on a utilisé des guides, en fait, une grille d'observation qui a été validée et qui comprend les principales compétences qu'un clinicien devrait faire lorsqu'il fait une prise de décision partagée. Et chacune de ces compétences-là est évaluée en fonction d'un certain niveau de qualité, à savoir qu'on a 0, on n'a pas vu du tout le comportement. À 4, le comportement est fait à un niveau d'excellence et il y a des exemples sur lesquels on peut se baser pour voir comment est-ce que la personne, finalement, a effectué ce comportement-là. Donc, oui, des questionnaires, mais également une observation qu'on appelle de type 3e observateur pour réellement voir qu'est-ce qui a été fait lors de cette rencontre-là. Après ça, il y avait un choix qui était fait et on essayait d'implanter cette décision-là en fonction des contraintes des autres acteurs. Et là, cette phase de mise en œuvre-là, dans le fond, on laissait aller le programme et à la fin, on faisait un retour avec l'ensemble des acteurs. Donc, on repassait des questionnaires et on a fait des entrevues avec l'ensemble de ces sources-là lorsque possible, à savoir le travailleur, l'ergothérapeute, l'employeur, le syndicat et l'assureur. Parce qu'ultimement, on pourrait avoir un ergothérapeute qui dit « Oui, j'ai fait les suivis avec l'employeur », mais en questionnant l'employeur pourrait nous dire « Bien, moi, oui, ils m'ont appelé, mais le suivi n'était pas suffisant. » Donc, on voulait aussi avoir cette information-là pour avoir une pleine évaluation de comment ça se passe réellement sur le terrain. En fonction de l'ensemble des données qu'on a pu ramasser avec toute cette collecte de données-là, on a élaboré une vaste grille d'analyse avec nos 56 indicateurs et on a établi des niveaux d'implantation basés sur un consensus entre les chercheurs de l'équipe, à savoir
lorsqu'il y avait un niveau d'implantation faible de 0 à 25 modéré, c'était de 26 à 74 et élevé de 75 à 100 Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Par exemple, si je dis « doit compléter l'outil d'aide à la décision », on prenait l'outil d'aide à la décision et on regardait si la feuille était complétée. Si elle était complétée à 50 on donnait un score d'implantation modéré. Si elle était complétée à plus de 75 on donnait un niveau de score élevé d'implantation. Et on a fait ça pour chacun de nos 56 indicateurs, pour chacun de nos cas. Par la suite, on a essayé de comparer les cas entre eux pour essayer de voir est-ce qu'il y a des cas qui, naturellement, se ressemblent et qui nous permettent de mieux comprendre certaines similitudes et surtout en lien avec les variations dans le contexte. Et c'est ce que je vais vous présenter comme résultat. On a finalement constitué 32 diades qui étaient composés de 32 travailleurs et 11 ergothérapeutes qui ont été formés à la prise de décision partagée. Et les acteurs clés qu'on a eus à travers ces cas-là, ce sont principalement des assureurs publics et des employeurs. Malgré qu'on ait eu 50 des cas qui étaient syndiqués, on a seulement eu un cas pour lequel on a eu une entrevue avec un représentant syndical. Et même le représentant syndical qui a retourné notre appel nous a dit « Bien, je sais comme pas trop quoi vous dire parce qu'en fait, j'ai pas vraiment été impliqué dans la démarche. » Mais on a dit « C'est ça qu'on veut savoir, qu'est-ce qui est arrivé avec vous? » Donc, on a fait l'entrevue avec cette personne-là. En termes de niveau d'implantation, qu'est-ce que les résultats démontrent? On a un niveau d'implantation qui a été catégorisé élevé sur l'objectif spécifique d'établir une alliance de travail avec le travailleur. Et toute la phase de délibération, c'est-à-dire quand l'ergothérapeute s'assoit avec le travailleur, nos fameux objectifs 2 à 8, on a un très bon niveau d'implantation. Où est-ce qu'il y a une implantation qui est plus variable? C'est lorsqu'on arrive à mettre en œuvre l'option choisie, donc quand on arrive dans l'environnement, et de maintenir une alliance avec les acteurs clés. Donc, premier grand constat, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau dyadique, entre le travailleur et l'ergothérapeute, on voit ici qu'il y a un bon niveau d'implantation, c'est excellent. Mais quand on arrive avec les autres acteurs clés, là, commence à avoir un labyrinthe et une difficulté qui est supérieure. Et c'est intéressant parce qu'on a vu finalement 3 grands cas types émerger dans l'ensemble des 32 cas. Le premier cas étant le retour au travail avec une progression positive et une action concertée. Mais comme vous voyez, sur 32 cas, ici, on en a eu seulement 2. Donc, dans la littérature, quand on entend parler de la fameuse action concertée, que tous les acteurs sont ensemble dans le même bateau, en train de ramer dans la même position, c'est pas quelque chose qui est très courant en réalité. Mais on l'a vu, et effectivement, on voyait une compréhension mutuelle et une convergence entre les acteurs clés. Le deuxième cas type, encore retour au travail, mais ce qu'on voit ici, c'est qu'au départ, on note des écarts entre les différents acteurs clés, mais des solutions créatives ont été mises en place. Donc, on voit au niveau des indicateurs de maintenir l'alliance de travail avec les autres acteurs et de suivi avec les autres acteurs qu'il y a des écarts. Donc, l'implantation est modérée. Donc, soit il y a eu des difficultés au niveau des buts visés au début, soit sur la façon de mettre le plan d'action en œuvre ou sur les modalités de suivi. Sauf que les ergothérapeutes ont été capables de trouver des solutions, soit pour contourner les obstacles ou pour les adresser et les réduire. Donc, on voit que oui, il y a eu des vagues qui ont pu faire chavirer, qui auraient peut-être pu faire chavirer le bateau, mais dans le fond, ils se sont rendus à bon port parce qu'ils sont arrivés à une façon de pouvoir établir une action concertée. Le dernier cas qu'on a observé, c'est ceux qui ne sont pas de retour au travail. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, sur les indicateurs de maintenir une alliance ou d'implantation de l'option choisie, on a une faible implantation. Les interactions, dans certains cas, avec les acteurs sont absentes ou insatisfaisantes, c'est-à-dire, par exemple, aucun retour d'appel d'un employeur. Et lorsqu'on a pu questionner certains des acteurs clés, ces acteurs clés-là nous mentionnent une insatisfaction sur soit les buts, les plans d'action ou sur les modalités de suivi. On voit donc qu'il n'y avait pas d'accord, donc on pourrait possiblement même annoncer qu'il y avait des situations de conflit, et ça a fait en sorte que l'option choisie n'a pas pu être mise en œuvre. On a retrouvé 2 cas non typiques, parce que dans une approche de cas, quand on retrouve des rassemblements comme ça naturels, on veut s'assurer qu'il n'y aurait pas un cas qui ne rentre pas dans les mêmes patrons qui viendraient infirmer notre hypothèse. Mais lorsqu'on regarde ces 2 cas-là,
Ces 2 cas-là ne sont pas de retour au travail, mais quand on regarde l'ensemble du cas, ils se rapprochent beaucoup de ceux qui ont eu un écart, mais qui ont été de retour au travail, mais à la différence où ces 2 cas-là ne visaient pas le retour au travail. Donc, quand les gens, oui, ils ont une entente, mais qu'ils n'ont pas le but de retourner au travail, bien, effectivement, à la fin, ils ne retournent pas au travail. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces résultats-là? C'est que possiblement que d'évaluer l'acceptabilité et la faisabilité avant d'implanter, c'est une étape qui est intéressante parce que ça nous permet de refaire certaines modifications pour favoriser l'implantation. Mais on voit quand même que même si on essaie de penser à tout, la réalité terrain va quand même faire émerger d'autres situations qui vont nous amener finalement à d'autres modifications par la suite. Ce qui est intéressant au niveau de l'implantation, ce qu'on voit, puis ce qui va un peu à l'encontre dans la littérature de certaines études, c'est que ce n'est pas tant les caractéristiques des travailleurs qui font en sorte qu'on n'arrive pas à implanter la prise de décision partagée, mais c'est beaucoup plus les variables rattachées au contexte. Donc, nos acteurs clés ont un rôle important à jouer et on doit arriver à pouvoir établir des mécanismes pour maintenir l'action concertée. Possiblement que dans certains cas, les cliniciens pourraient bénéficier d'outils davantage spécialisés pour adresser les conflits, puis comment résoudre ces conflits-là pour arriver à davantage de succès. Mais évidemment, dans ce type d'études-là, il y a toujours des limites, puis on aurait aimé avoir la perspective syndicale, mais évidemment, dans la phase d'implantation, on n'a pas été capable de documenter nécessairement cette perspective-là. Certaines entrevues ont été manquantes, mais quand même capables de trianguler avec d'autres acteurs que lorsqu'il y avait 2 ou 3 acteurs qui avaient un discours convergent sur un autre, un 4e acteur qu'on n'a pas rencontré, on pouvait quand même avoir un certain niveau de confiance. On n'a pas fait non plus les entrevues prospectives durant le processus, mais ceci aurait évidemment créé beaucoup de contraintes sur les acteurs et on craignait avoir encore plus de données manquantes. Donc, c'est pour ça qu'on a fait plutôt des entrevues rétrospectives. Donc, en définitive, la prise de décision partagée peut s'implanter, évidemment, de guillemets, assez facilement entre un travailleur et son ergothérapeute quand on fait de la formation et on les soutient en ce sens-là, mais c'est beaucoup plus complexe avec les acteurs clés. Et ça souligne, entre autres, l'importance d'aller faire des études qui vont tenir compte de la réalité du contexte, parce que si on utilise juste la réalité clinique, ça va nous donner seulement un portrait parcellaire de ce qui se passe réellement en réadaptation au travail. Merci.